Québec, c'est plus qu'une simple ville carte postale. Québec, un lieu où l'on tisse et maintient des liens avec les autres nations. Québec est une ville de relations, l'endroit où on échange, on conclut, on signe et on ratifie. Derrière ces cocktails, ces événements et ces inaugurations, grouille tout un monde d'influence diplomatique. Parmi les diplomates de Québec, 24 portent le titre de consul honoraire. Chacun d'eux représente un pays. C'est par un heureux hasard que j'ai été nommée consul honoraire du Royaume de Norvège. Une amie m'a téléphoné, m'a demandé si je voulais proposer ma candidature à ce poste, parce que le poste se libérait. Et moi, j'ai répondu que finalement, je connaissais pas bien la Norvège, que je vois pas pourquoi on serait intéressé particulièrement par ma candidature. Mais elle me dit, mais oui, envoie ton curriculum. Donc, j'ai rien aménagé dans mon curriculum vitae, je l'ai envoyé tel quel. Je n'avais pas d'attente, je n'avais pas particulièrement d'espoir. Comment vous êtes devenu consul honoraire? Alors, ça tombait que la consul honoraire de Norvège, que je connaissais, m'avait parlé que le poste de l'Espagne était vacant. Donc, me connaissant, elle m'a connaissant aussi mon parcours, là, mes études en relations internationales, elle m'a dit tu pourrais appliquer. Et puis donc, j'ai vraiment, contrairement à d'autres cas que des fois, ce sont les ambassades, les consulats qui cherchent eux-mêmes, qui recrutent eux-mêmes. Moi, en fait, j'ai envoyé une lettre à la poste, si on peut dire, et finalement, après, j'ai appliqué pour le poste. Plusieurs mois se sont écoulés et finalement, la première secrétaire de l'ambassade m'a téléphoné, m'a dit « J'aimerais vous rencontrer à Québec ». Elle venait d'Ottawa. Je lui ai dit je peux aller vous chercher à l'aéroport parce qu'elle avait dit qu'elle avait beaucoup d'entrevues à faire ce jour-là, elle était très occupée. Donc, je vais la chercher à 7 heures du matin à l'aéroport. Sauf que son vol a pris 4 heures de retard dû à un ennui technique à Ottawa. Alors, elle est venue chez moi quelques minutes. Et elle m'a dit, bon, il faut que je priorise mes rendez-vous aujourd'hui puisque je dois retourner ce soir à Ottawa. D'accord, madame. Je suis allée la reconduire à un autre rendez-vous et c'est resté ainsi. Plusieurs mois après, on m'a téléphoné, on m'a dit, madame Saucier, est-ce que vous accepteriez d'être dans la loge avec M. Lallier? Parce que c'était l'époque où M. Lallier était maire de Québec. Est-ce que vous accepteriez d'être dans la loge au club musical parce qu'il y avait un musicien norvégien? J'ai dit, mais en quel honneur? Elle a dit, c'est que vous serez nommé consul. On rencontre le consul général à Montréal en entrevue. Et puis ensuite, ça prend un certain temps parce qu'il faut être approuvé par le consul général. Après ça, lui, il fait ses recommandations avec tous les gens qu'il a rencontrés. Il envoie sa recommandation à l'ambassade à Ottawa, qui en Ottawa accepte ou décline. Après ça, qu'il l'envoie au ministère des Affaires étrangères espagnol, qui accepte ou décline. Et par la suite, c'est renvoyé à Ottawa aux Affaires mondiales, qui, eux, acceptent de nous accréditer ou non. Donc, c'est quand même, ça peut prendre au moins 1 an. On n'a pas de formation particulière. C'est ce qui engendre certaines erreurs, parce que nous sommes parsemés de par le Canada. Et puis, l'ambassade de Norvège, c'est une petite ambassade. Il n'y a que 7 personnes à Ottawa pour couvrir tout le Canada quand même. Donc, et de plus en plus, ils ont des demandes, ils ont des contacts. La Norvège se fait connaître. On le sait, les Québécois, il y a de plus en plus de Québécois qui vont en Norvège. Et ce sont des pays scandinaves, ce sont des pays vraiment forts maintenant dans nos relations gouvernementales, industrielles, scolaires, etc. Mais au fond, c'est un service dans l'endroit où on réside qu'on donne. Le Royaume de Norvège est un pays d'Europe du Nord. Il possède des frontières communes avec la Suède, la Finlande et la Russie au-delà du cercle polaire arctique. Sa longue côte atlantique abrite de nombreux fjords à couper le souffle.
Depuis 1991, cette petite monarchie constitutionnelle scandinave a comme chef d'État le roi Harald V. La population du pays dépasse les 5 millions d'habitants depuis déjà quelques années. Tout comme le Canada, sa population est majoritairement concentrée au sud du pays. Si la Norvège possède de nombreuses richesses naturelles, comme le pétrole et le gaz naturel, qui permettent au royaume d'assurer un niveau de vie parmi les plus élevés du monde, elle possède une politique environnementale très progressiste qui prévoit notamment de bannir la vente de véhicules à essence et diesel d'ici 2025. La pêche est une activité très développée, de même que le tourisme, qui est en constante augmentation depuis plusieurs années. Comme le Québec, la presque totalité de son électricité produite provient de l'hydroélectricité. Bien sûr, on dit toujours qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Québec. Oui, la faune, la flore, les grands espaces, le réseau côtier. C'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Québec. Mais reste quand même que c'est un pays avec sa propre entité, son propre gouvernement, ses propres façons de faire, avec un roi et une reine qui résident, dont ils sont très près et ils aiment beaucoup leur roi, leur reine. Ils sont très informels, hein? Le roi, la reine, le prince, c'est pas l'Angleterre. Ce sont des gens qui se promènent dans la rue à Oslo et qui ont des résidences près des autres gens. Bien, il y a évidemment le palais à Oslo, mais à part ça, ils ont des chalets, d'autres résidences comme les citoyens ordinaires auraient. C'est une manière d'apprendre de nouvelles choses que le protocole. C'est pas dans un monde dans lequel on vit régulièrement, mais je dirais d'autre part que ça s'assouplit de plus en plus et ça dépend toujours de l'ambassadeur en poste. Il y a des gens qui sont plus rigoureux, il y a des gens à qui il faut dire son Excellence, et il y a des gens dont on peut utiliser le prénom pour s'adresser à eux. Le protocole est toujours, il faut en tenir compte constamment, bien sûr, dans les symboles, dans le drapeau. Il faut respecter le drapeau, il faut le mettre à la bonne place, au bon moment. On n'en fait pas n'importe quoi. Quand il y a des gens, évidemment, qui représentent la Norvège qui viennent, il faut avoir une sécurité pour eux. Cette réunion qu'on tient ce matin est dans la foulée d'une communication initiée par la Gendarmerie royale du Canada auprès de chacun d'entre nous sur les mesures de sécurité qui sont prévues pour des gens qui occupent des fonctions comme nous. Récemment, nous avons eu cette réunion concernant la sécurité, la protection, avec des agents de la Gendarmerie royale, la Police de Québec, des autorités municipales de police, un peu pour parler du G7, bien sûr, mais qui nous a beaucoup appris, l'ensemble des consuls, sur la protection qu'ont les ambassadeurs, la protection dont on peut requérir, la protection de nos dossiers, évidemment. Vous êtes le consulat, vous voulez faire une demande officielle, vous avisez un événement diplomatique, vous aimeriez avoir la présence de la Police de Québec, de la Sûreté du Québec parce qu'il y a des Canadiens ou des choses comme la GRC. C'était une réunion d'échange productive parce que c'est rare qu'on puisse demander justement qu'on téléphone directement aux agences en place pour demander qu'est-ce qu'on peut avoir comme protection. Est-ce que c'est une plaque ou un document ou une carte? Tout policier au Canada, il faut savoir là, c'est... Présenter une badge comme ça tout seul, là, ça veut rien dire. Ça, on le fait parce que si les gens vont mon âme, c'est l'image de la GRC qu'ils connaissent le plus. Mais quand on demande une identification policière, que la badge soit valide, il doit avoir une plaque. Moi, par exemple, dans l'ambassade me demande de faire des plans de sécurité, avoir des numéros de téléphone d'urgence
dans les hôpitaux, dans les centres de congrès, dans les universités, partout, dans les aéroports, dans les centrales d'autobus, pour que s'il y a une urgence, s'il y a une catastrophe, qu'on puisse directement et rapidement rentrer en contact avec les autorités de la province que je représente. Il faut savoir qu'avant, on avait une équipe dédiée au renseignement de protection. Maintenant, c'est jumelé en même unité. Donc, je suis le coordonnateur du renseignement de protection pour toute la province. Évidemment, on n'a pas les mêmes mandats, mais l'expérience des autres est toujours enrichissante. Et même si on n'a pas les mêmes types de dossiers ou si on ne donne pas le même impact dans les mêmes domaines, c'est bien sûr que de se rencontrer, d'échanger avec d'autres, nous enrichit constamment. Pour tout événement de protection, vous avez demandé, la GRC va faire une évaluation de la menace, va communiquer avec la Sécurité nationale, va regarder à travers le pays. Est-ce qu'il arrive parfois des cas difficiles? Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un appel automatique à l'ambassade? Comment on gère ça, les cas particuliers? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai déjà eu. 2 cas. Des cas particuliers, des cas plus difficiles. On peut parler de ressortissants espagnols, en fait, des touristes. Un touriste espagnol qui s'est blessé lors d'une activité sportive d'hiver à Québec et qui n'était malheureusement pas assuré. Souvent, quand on voyage, quand on est européen, qu'on voyage dans l'Union européenne, bon, évidemment, nos assurances nationales nous couvrent, mais dans le cas dans le cas au Québec et en Amérique du Nord, c'est très différent et les gens ne savent pas toujours ça. Donc, c'est une personne qui était depuis une semaine à l'hôpital sans assurance. Donc, on leur recommande souvent si ce n'est pas vraiment une urgence de vie ou de mort, de prendre le premier vol en classe affaires pour être confortable parce que c'est le même prix qu'une journée à l'hôpital au Québec si on n'est pas assuré. On reçoit toutes sortes de demandes. Les touristes demandent est-ce que je peux apporter des aliments sans gluten en Norvège? Est-ce que je peux aller me promener avec mon chien? Est-ce que j'ai eu une contravention en Norvège, je n'ai pas payé, à qui me faut-il m'adresser? Je recherche un chien de type norvégien. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Je recherche des peaux de phoque épilées parce que je suis cordonnier puis on n'en trouve pas au Québec. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Donc, il y a des recherches vraiment multiples et variées. C'est dur à comprendre. Oui, c'est un accent un peu difficile. Il y avait un protectorat à ce moment-là espagnol? Oui, franco-espagnol. Okay. Je suis arrivé fin avril 2017. L'Association des consuls honoraires de la région de Québec sert à plusieurs choses, mais ça sert souvent à rappeler aux autorités locales, aux autorités municipales, aux autorités provinciales, qu'il existe plus d'une vingtaine de postes consulaires à Québec. Et souvent, c'est arrivé par le passé, souvent quand on rencontrait des gens de plusieurs paliers, ignoraient cela, ignoraient qu'il y avait vraiment plus de 20 pays représentés à Québec. Donc, et quand ils le savent, bien maintenant, ça permet de collaborer avec des initiatives de divers paliers de gouvernement. Oui, on a des échanges entre consuls parce qu'on se reçoit lors des fêtes nationales, par exemple, ou lors d'événements spéciaux. Mais nos missions ne sont pas toujours pareilles et notre hiérarchie n'est pas pareille. Plusieurs consuls à Québec relèvent de leur consul général à Montréal. Pour la Norvège, nous sommes 11 consuls et nous relevons directement de l'ambassadrice à Ottawa. Alors, la mission, comme moi, mon territoire est le Québec en entier et je dirais même tout ce qui est francophone. L'association collabore aussi avec la SOIT, le service d'orientation et intégration des nouveaux arrivants, des immigrants au travail. Ça peut être aussi diverses initiatives. Monsieur le doyen du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le ministre... L'association et tous les consuls se rencontrent fréquemment. Des fois, c'est dans des cas très informels. Des fois, c'est
un consul organise une fête nationale et puis invite tout le monde. On célèbre aussi notre fête nationale dans plusieurs des pays que vous représentez. C'est toujours bien de temps en temps, une fois ou deux par année, de s'asseoir et de pouvoir discuter avec les gens qui ont, les gens du ministère qui travaillent sur des pays qui sont représentés à Québec. Le mot Québec, je pense que beaucoup de Québécois le savent, mais beaucoup de représentants de l'étranger chez nous ne le savent pas. Le mot Québec vient d'un mot algonquin qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». Et c'est particulièrement apparent ici. Le fleuve au Québec, bien sûr, est souvent, les réunions protocolaires qui ont lieu à Québec, souvent, des personnes peuvent se poser la question, qui est légitime de se poser, bien, à quoi ça sert? On peut avoir des réunions comme ça qui ont l'air simplement d'être un cocktail, mais qui en fait ne le sont pas. Ça permet de vraiment tisser des liens serrés puis de réseauter avec des gens et puis de pouvoir... des fois, par simplement des conversations qu'on a lors de ce type d'événements protocolaires, faire en sorte qu'on peut en arriver à des initiatives qu'on n'avait pas pensées, puis c'est vraiment des relations plus sérieuses avec d'autres partenaires. Donc, c'est vraiment ça là son utilité. C'est des liens plus serrés avec des écoles spécifiques de nos pays respectifs, avec des écoles spécifiques ici au Québec. Des instituts de recherche, partenaires de recherche, par exemple, scientifiques ou... Exactement, scientifiques, touristiques, au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, au niveau aussi de certains points là, plus techniques, là, mais c'est vraiment... Ça permet de... Puis voir aussi des consuls qui ont fait ce genre d'initiative, puis de s'inspirer un peu de ce qu'ils ont fait, puis dans la mesure de nos capacités, puis d'essayer si on veut, d'améliorer la situation actuelle et puis de pouvoir proposer des choses plus intéressantes, là. En fait, il n'y a pas de description de tâches écrite. Les téléphones arrivent, le courrier arrive et on se débrouille avec ça en appelant l'ambassade. Quand, évidemment, les questions sont plus pointues ou sont plus... Il faut quand même apprendre avec quelqu'un, c'est sûr, qui nous aide. Mais il n'y a pas vraiment de description de tâches. Les questions sont de tout genre, d'ordre administratif, parce que, bien sûr, il y a les questions passeport, les questions visa, permis, certificat de naissance, de mortalité, etc., toute cette paperasse. Mais qui est allégée. Cette tâche administrative-là, elle est beaucoup allégée maintenant à cause de l'Internet. Beaucoup d'informations sont données par Internet qu'on donnait avant au téléphone, par exemple. Mon mandat, contrairement à plusieurs de mes collègues qui ont des mandats très spécifiques, peuvent avoir des mandats très spécifiques, le mien est général. Je n'ai eu aucun... ce n'est pas un accent économique, c'est pas un accent culturel, c'est vraiment général, mais contrairement aussi à d'autres collègues, j'ai quand même beaucoup de ressortissants espagnols dans ma circonscription consulaire, donc 800 environ. Donc, ça fait vraiment, c'est des codes, beaucoup des codes d'authentification de documents, des cas vraiment des cas consulaires là, avec des ressortissants espagnols. Elle fait quoi, votre mère, sinon? Quand? OK. OK. Sinon, je fais beaucoup, c'est pas un mandat qu'on m'a donné, mais je fais quand même beaucoup de diplomatie culturelle. Donc, organisation de concerts, organisation d'événements espagnols où la culture espagnole est mise à l'honneur. Et puis, c'est essentiellement ça. Ouais. Comme mission, je croirais qu'on me demande d'être plus culturelle, plus qu'économique. Parce que pour la Norvège, il y a déjà un bureau qui s'appelle Innovation Norway à Toronto qui s'occupe des missions commerciales, des gens qui veulent aller exporter ou qui veulent importer au Canada ou en Norvège. Alors, eux ont ce rôle. Donc, quand je reçois ce genre de dossier,
je les transmets directement à Innovation Norway. Alors, ça reste plus culturel. Par exemple, il y a eu le Printemps nordique à Place des Arts récemment, en avril dernier. Et le contact avec ces artistes qui étaient des chanteurs, des danseurs, des photographes, des conteurs, des écrivains. Alors, on me demande parfois des relations en édition ou trouver des salles de danse, des salles de spectacle pour des danseurs. Alors, mon point fort, c'est plus la culture, parce que je suis issue de ce milieu culturel et j'ai plus de facilité, bien sûr, à repérer ou à avoir des contacts dans le milieu culturel québécois. On rend service. Enfin, on ne peut pas tout faire en tant que consul honoraire. Il y a vraiment certaines tâches qui sont réservées et qui sont exclusives au consulat général. Cependant, je dirais que la plus grande, c'est pas nécessairement un travail qui est très compliqué, mais c'est vraiment, je crois, la chose la plus importante, c'est que on rend service aux Espagnols en leur évitant de perdre une journée de travail ou d'études ou peu importe pour devoir se déplacer à Montréal, au consulat général, quand certaines choses peuvent être faites ici à Québec. Exemple, on doit faire renouveler... on doit faire un passeport pour un mineur, pour les enfants de moins de 12 ans. Pas besoin de se présenter à Montréal, on peut directement passer à mon bureau, puis moi, je peux authentifier les actes de naissance, les documents des parents, et que comme ça, les parents peuvent envoyer tout ça par la poste sans devoir à perdre une journée un aller-retour à Montréal. Donc ça, c'est vraiment... C'est des services de proximité, dans le fond. C'est ça, services de proximité, et également, c'est vraiment... renseigner aussi. Des fois, ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites à Québec, mais au moins, on peut les préparer puis vraiment leur dire exactement tout ce qu'ils ont besoin de faire puis être bien prêts s'ils ont à se présenter à Montréal. Le 2/3 des consuls honoraires Québec sont québécois et ne sont pas... En fait, tous sont québécois, mais certains, environ le tiers, sont vraiment originaires du pays qu'ils représentent. Moi, dans mon cas, je suis Canadien, mais j'ai habité et travaillé 4 ans en Espagne. Je suis marié avec une Espagnole. Et ça fait que, bon, l'intérêt de l'Espagne a toujours été là depuis... je suis plus jeune, j'ai beaucoup voyagé en Espagne, j'ai habité, j'ai travaillé. Donc, l'intérêt plutôt à ce niveau-là. Puis j'ai accepté le poste aussi parce que c'est un pays que j'aime. Puis pas nécessairement parce que c'était un poste qu'on m'offrait comme ça d'un pays que je connais plus ou moins. Là, vraiment, je le connais très bien. L'Espagne est située au sud-ouest de l'Europe sur la péninsule ibérique, à cheval entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le nom officiel du pays est le Royaume d'Espagne. Comme de nombreux autres pays en Europe, son système politique est une monarchie constitutionnelle. Depuis 2014, c'est le roi Felipe VI qui règne sur les 46 millions d'Espagnols qui peuplent le territoire. Ce qui en fait un pays 30 fois plus dense que le Canada en termes d'habitants par kilomètre carré. Si les secteurs de l'agroalimentaire et de l'énergie sont très importants, l'économie du pays est dominée par le tourisme, l'Espagne étant le 2e pays le plus visité au monde. La gastronomie espagnole est l'un des pivots de cet engouement touristique. La ville balnéaire de San Sebastián, dans le Pays basque espagnol, compte à elle seule 18 étoiles au guide Michelin, ce qui en fait la ville la plus étoilée per capita au monde. La circonscription consulaire que je représente, ça comprend toute la province de Québec, sauf l'île de Montréal. Donc, donc, dans tout le territoire québécois, sauf Montréal, il y a environ 800 Espagnols. Dans la région de Québec, 500. Donc, mais souvent, les gens qui sont de la Montérégie ou de l'Outaouais vont aller directement, si c'est de l'Outaouais, ils vont aller à la section consulaire de l'ambassade à Ottawa, ou la Montérégie vont aller au consulat général de Montréal. Mais je reçois des fois des appels des gens de Sherbrooke, de Trois-Rivières, du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc ça rentre dans ma circonscription. Mais à Québec, comme je dis, 500 personnes. Et c'est vraiment des gens qui sont la majorité à Québec depuis très longtemps. Il y a plusieurs étudiants de l'Université Laval, espagnols, d'une centaine. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés il y a 40, 45 ans et qui sont simplement arrivés pour plusieurs motifs, plusieurs raisons, et qui sont encore ici, qui sont encore inscrits au consulat général à Montréal, donc qui gardent leur statut, leur passeport espagnol. Il y a également, et leurs enfants, des gens qui sont nés à Québec, mais qui aussi, parce qu'ils sont nés de parents espagnols, gardent la nationalité espagnole. Ce que j'aime le plus dans mon métier de consul honoraire, c'est de faire des recherches, la variété des demandes qu'on a, qu'elles soient touristiques, qu'elles soient dans le domaine des études, qu'elles soient dans le domaine gouvernemental. On a toujours des questions pour lesquelles il faut faire une recherche. Et c'est toujours frustrant que d'arriver sur des textes en norvégien, mais les faire traduire, ça donne pas toujours une bonne traduction. Mais c'est ça, c'est la curiosité. C'est de rassasier ma curiosité par rapport à ce pays que j'aimerais de plus en plus connaître, que je fréquente de plus en plus, évidemment, depuis que je suis consul, mais de le connaître par ses organisations, par ses manifestations, par ses élections, par tous ces domaines de culture. C'est une fonction qu'on occupe lorsqu'on peut, parce que la majorité d'entre nous a un travail à temps plein. Mais ce qu'on vient chercher là-dedans, ça dépend. Tout le monde est différent, tout le monde a des intérêts différents. Dans mon cas personnel, c'est vraiment... j'ai travaillé par le passé en diplomatie. J'ai travaillé dans un siège... au siège de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid, qui est une agence spécialisée de l'ONU. Donc, mes études par le passé qui étaient en relations internationales, j'ai toujours évolué dans un milieu international jusqu'à quelques années. Et donc, quand j'ai vu la possibilité d'être nommé consul honoraire, en fait, j'ai retrouvé ici quelque chose qui m'intéressait, que j'avais un peu délaissé, le milieu de l'international depuis quelques années. Donc, ça me permettait de revenir à cet intérêt-là. Dans le prochain épisode des consuls honoraires... Un consul honoraire, c'est quelqu'un qui est un consul, qui a une fonction de consul, pas la formation de consul, mais la fonction de consul. Et il a donc une job à temps plein ou à temps partiel à côté. Les consuls honoraires, ce sont tous des bénévoles de notre société.